Imaginez qu'on donne une feuille blanche et un crayon à une intelligence artificielle. On lui demande de résoudre un problème de géométrie sur lequel les cerveaux humains les plus brillants s'arrachent les cheveux depuis, presque 80 ans. Ouais, c'est le genre de défi ultime, clairement. Exactement. Et notre logique à nous, voudrait que cette machine surpuissante dessine une meilleure grille, genre un motif géométrique hyper complexe mais compréhensible, tu vois. C'est ce qu'on attendrait d'un ordinateur très puissant, oui, qu'il calcule juste plus vite que nous sur le même modèle. Voilà. Sauf qu'au lieu de ça, elle abandonne carrément la géométrie. Elle sort l'équivalent mathématique des lois de la mécanique quantique pour résoudre un problème de plomberie de base, et au passage, elle pulvérise un dogme vieux de plusieurs décennies. C'est une métaphore assez visuelle, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Et c'est exactement le sujet de notre exploration aujourd'hui. On a sous les yeux un document technique d'OpenAI qui s'intitule « Un modèle OpenAI a réfuté une conjecture centrale en géométrie discrète », ainsi que plusieurs analyses rédigées par des mathématiciens de renommée mondiale. Des pointures dans leur domaine, oui. C'est ça. Donc, la mission de notre décryptage d'aujourd'hui, c'est de comprendre comment cette IA a résolu cette énigme historique, d'analyser le mécanisme interne de cette méthode qui est franchement stupéfiante et de voir ce que ça annonce pour l'avenir de la recherche en général. Bon, décortiquons tout ça, car il faut d'abord comprendre pourquoi l'humanité était bloquée sur ce problème depuis 1946. Ce qui est fascinant ici, c'est le choix même du champ de bataille, en fait. Les mathématiques pures, c'est un environnement qui est totalement impitoyable. Il n'y a pas de place pour le bluff, quoi. Ah non, aucune. Zéro place pour la rhétorique, l'approximation ou ce qu'on appelle les hallucinations de l'IA. Un argumentaire mathématique, c'est comme une chaîne. Si un seul maillon cède, peu importe la beauté de l'ensemble, la preuve s'effondre. C'est binaire, ça marche ou ça marche pas. Voilà. Et c'est pour ça que c'est le banc d'essai ultime pour le raisonnement d'une IA. Les problèmes sont définis avec une précision absolue et les solutions doivent pouvoir être formellement vérifiées, étape par étape. Donc pour saisir l'ampleur du mur qu'on vient de franchir, il faut s'intéresser à ce fameux problème posé en 1946 par le légendaire Paul Erdos. Erdos, oui. Le problème de la distance unité dans le plan. Si on prend une surface parfaitement plane et qu'on y place un certain nombre de points, disons un nombre qu'on va appeler n, combien de paires de points peuvent être séparés par une distance d'exactement 1 mètre? C'est tout, c'est juste ça la question. D'ailleurs, le livre de référence publié en 2005 par Brass, Moser et Pache sur les problèmes de géométrie discrète le qualifiait du problème le plus connu de toute la géométrie combinatoire. Rien que ça. Ouais. Noga Alon, qui est un spécialiste éminent à Princeton, rappelle dans les sources que c'était l'un des casse-têtes préférés d'Erdos. Il offrait même de l'argent de sa propre poche à celui qui le résoudrait. Ah ouais, la fameuse prime d'Erdos. Mais la raison pour laquelle ce problème rend fou tout le monde, c'est que l'intuition humaine, elle nous souffle très vite une méthode qui est évidente pour maximiser ses paires, c'est d'organiser les points en grille. Exactement, le réflexe pavlovien de l'humain face à l'espace. Pour rendre ça visuel pour ceux qui nous écoutent, imaginons qu'on doive organiser un banquet géant sur une plaine infinie. La seule consigne stricte de la soirée, genre le dress code, mais pour l'espace, c'est que le plus grand nombre possible d'invités doivent être assis à exactement 1 mètre les uns des autres. C'est un sacré casse-tête de plantable. Bah oui, parce que si on place les chaises en ligne droite, chaque invité a juste 2 voisins à 1 mètre et ceux du bout en ont qu'un. Ça fait pas beaucoup de paires parfaites. Du coup, l'humain, qui cherche l'optimisation rationnelle, il va naturellement disposer les chaises en carré, tu vois, comme sur un échiquier géant. Et c'est pas une mauvaise idée de base. En utilisant ces grilles carrées, puis en les superposant et en les redimensionnant avec beaucoup d'ingéniosité, les mathématiciens ont réussi à créer une configuration où le nombre de paires croît de manière légèrement supérieure à la linéarité. Attends, légèrement supérieur à la linéarité, en termes simples, ça veut dire quoi? En gros, mathématiquement, ça donne une croissance de l'ordre de n puissance 1 plus une petite fraction. Pour faire simple, disons que la croissance est bloquée juste un tout petit peu au-dessus du nombre total de points. D'accord, donc ça plafonne vite. Oui. Erdos lui-même, voyant que personne n'arrivait à faire vraiment mieux en triturant ses grilles dans tous les sens, a fini par conjecturer que c'était une limite dure. Le consensus scientifique s'est figé. Tout le monde s'est dit que la limite absolue se situait à n puissance 1 plus O de 1. Et ce record de la meilleure grille, il était détenu par la configuration de Spencer, Séméridie-Trotter depuis, 1984, c'est ça? C'est ça. Depuis les années 80, ça semblait totalement indépassable. Et là, paf. Le modèle d'OpenAI débarque, il regarde ce banquet parfaitement quadrillé par les humains et il décide de renverser toutes les tables. Littéralement, il a prouvé qu'Erdos avait tort. C'est ouf quand on y pense.
L'IA a démontré de manière irréfutable qu'on peut obtenir ce qu'on appelle une amélioration polynomiale. Donc au moins n à la puissance 1 plus delta, où le delta est un vrai chiffre positif. Et les sources qu'on a indiquent que le professeur Will Sowin de Princeton a d'ailleurs épluché le résultat de la machine pour affiner ce delta à 0,014. Ce qui est énorme dans ce contexte. Grave, l'IA a trouvé une famille infinie d'exemples qui génèrent beaucoup, beaucoup plus de paires parfaites que notre grille humaine. Mais tu sais, la véritable onde de choc, elle n'est pas seulement dans le fait que l'IA a trouvé plus de paires, c'est la méthode utilisée qui a laissé toute la communauté scientifique complètement sans voix. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Oui, parce que pendant 80 ans, l'approche humaine reposait sur une base géométrique très claire, en grande partie structurée autour de ce qu'on appelle les entiers de Gauss. Alors attends, je t'arrête tout de suite. Faut qu'on clarifie les termes pour qu'on suive bien. Les entiers de Gauss, concrètement, c'est quoi ce truc et pourquoi tous les matheux sont servés pour ce problème de géométrie? Alors, les entiers de Gauss, ce sont des nombres complexes qui s'écrivent sous la forme A plus BI, où A et B sont des nombres entiers classiques, et I, c'est la racine carrée de -1. Oula, on replonge dans les cours de terminale. Promis, ça va rester simple. Pour le dire en des termes visuels, c'est l'outil mathématique absolument parfait pour naviguer sur une grille carrée en 2 dimensions. Le GPS de la grille, en gros? Exactement. Et surtout, il possède une propriété fondamentale qui est extrêmement rassurante pour l'esprit humain, c'est la factorisation unique. C'est-à-dire? Bah, tout comme le nombre 12 se décompose uniquement en 2 fois 2 fois 3, un entier de Gauss se décompose d'une seule manière. Cette rigidité, cette structure propre, ça permettait aux géomètres d'être sûrs qu'en déplaçant des points sur le plan, les distances n'allaient pas se comporter de manière chaotique. Ça maintenait la feuille de papier bien à plat, si tu veux. Ok, je vois. Et c'est justement là que c'est dingue, parce que c'est précisément cet outil si rassurant que l'IA a refusé d'utiliser. Elle l'a complètement ignoré, oui. Les documents décrivent un changement radical de vocabulaire. L'IA a jeté ces fameux entiers de Gauss à la poubelle pour s'aventurer dans, et là je cite texto, la théorie algébrique des nombres. Ce qui est un tout autre domaine. Elle a utilisé des trucs qui s'appellent, écoute bien, les tours infinies de corps de classe et la théorie de Golod-Chafarevitch. Franchement, je suis complètement perdu là. Quel est le rapport entre ces concepts abstraits d'algèbre pure et mon banquet sur ma plaine en 2 dimensions? Eh bien, le pont entre ces deux mondes complètement séparés, c'est justement la grande trouvaille de l'IA. Si les entiers de Gauss, c'était comme plier l'espace le long des lignes droites d'une grille, la théorie de Golod-Chafarevitch, ça s'apparente à la découverte d'un origami hyperdimensionnel. Un origami hyperdimensionné? Waouh! Ouais. Pour simplifier ce mécanisme complexe, disons qu'en maths, on peut empiler ce qu'on appelle des corps de nombres, les uns sur les autres, pour créer des espèces de tours. Pendant très longtemps, les humains pensaient que si on empilait ces structures abstraites, la tour finirait toujours par s'arrêter. Qu'elle deviendrait finie, quoi. C'est ça, sinon elle s'effondrait sur le plan de la logique mathématique. Mais en 1964, Golod et Chafarevitch ont prouvé que, sous des conditions extrêmement précises, on pouvait en fait construire des tours infinies sans qu'elles ne s'effondrent jamais. D'accord, c'est super impressionnant sur le plan abstrait, mais encore une fois, ce sont des nombres. Dans un espace conceptuel infini, comment ça se traduit par une chaise placée à exactement 1 mètre de la voisine sur le gazon de mon banquet? C'est là qu'est l'éclair de génie de la machine. Ce que l'IA a fait, c'est utiliser la mécanique de ces tours infinies pour prouver qu'il existe une structure algébrique massive d'une complexité vertigineuse. Oui. Dans cet espace algébrique infini, elle a trouvé le moyen de grouper un nombre astronomique de paires d'éléments qui ont une relation spécifique. Et ensuite, et c'est là la magie, elle a calculé comment projeter mathématiquement l'ombre de cette gigantesque tour infinie vers le bas. Directement sur notre plan en 2D. Exactement. L'ombre qui touche le sol crée une configuration de points qui est totalement asymétrique, ça n'a plus aucun rapport avec une grille carrée rassurante. Mais dans cette ombre bizarre, un nombre inimaginable de points se retrouve séparé par exactement une unité de distance. Attends, mais c'est juste hallucinant. Donc l'IA, elle n'a pas du tout cherché à glisser les chaises une par une sur le sol pour voir ce qui marchait. Pas du tout. Elle a carrément construit un gratte-ciel multidimensionnel de maths pure, elle a arrangé nos invités dans cette dimension abstraite et puis boum, elle a magiquement écrasé le bâtiment sur le sol pour que tout le monde atterrisse parfaitement à 1 mètre de distance. C'est une excellente façon de le résumer, ouais. C'est brillant, mais ça soulève direct une question inévitable. Pourquoi aucun humain, avec tous les génies qu'on a eus depuis 1946, n'a essayé cette approche? Est-ce que c'est un simple oubli? C'est pas un oubli du tout.
C'est en fait la conséquence directe de nos limites neurologiques humaines et de la façon dont notre monde académique est structuré. C'est-à-dire? La géométrie discrète et la théorie algébrique des nombres, ce sont deux univers séparés par des murs étanches. Un géomètre humain, il va passer 30 ou 40 ans de sa carrière à maîtriser les subtilités de l'espace. Il n'a pas le temps de faire autre chose, quoi. Ben non, techniquement, il a ni la bande passante mentale, ni le temps matériel dans une seule vie pour lire, digérer et mémoriser l'intégralité des publications russes des années 60 sur des tours infinies algébriques. Et encore moins pour chercher des liens invisibles entre ces deux trucs. C'est clair. C'est le symptôme flagrant de l'hyperspécialisation. On travaille en silo. Exactement. L'université exige cette spécialisation pour repousser les frontières. Et l'IA, elle n'a pas de département universitaire attitré. Elle n'a pas de collègues à la machine à café qui lui disent « Oh, perds pas ton temps avec l'algèbre, on est des géomètres ici ». Elle a littéralement ingéré toute la bibliothèque mathématique mondiale d'un coup. Elle dispose simultanément de toutes les connaissances humaines dans sa mémoire de travail. Et ça rend le contexte de cette découverte, qui est détaillé par OpenAI, d'autant plus frappant, parce que le modèle utilisé, c'était pas un algorithme conçu sur mesure pour la géométrie, c'était un modèle de raisonnement à usage général. C'est un point crucial, oui. On lui a pas injecté de stratégie secrète pour vaincre Erdos. Il s'est débrouillé avec ses outils généralistes. Et cette expérience d'OpenAI met en lumière un mécanisme central dans ces nouveaux modèles. C'est ce qu'on appelle le test time compute, ou le calcul au moment de l'inférence. Ah oui, j'ai vu ces graphiques dans les sources. Ils sont assez dingues. Très éloquent. On voit un axe horizontal logarithmique qui représente la puissance de calcul qu'on alloue au modèle pendant qu'il réfléchit. En gros, plus on le laisse penser longtemps au moment du test, plus sa précision sur ce problème précis grimpe en flèche. Mais attends, elle fait quoi pendant tout ce temps de calcul l'IA? Parce que c'est pas juste un processeur qui tourne à vide en attendant de trouver la réponse, si. Si on reprend notre histoire de banquet, c'est pas comme enfermer quelqu'un dans une pièce et attendre qu'il trouve. Qu'est-ce que ce test time compute représente concrètement comme mécanisme? C'est un énorme processus d'exploration. Imagine un arbre de probabilité gigantesque. L'IA avance une hypothèse géométrique, elle s'engage dans un couloir logique, elle développe son argument sur, disons, 50 étapes. Ok. Et là, soudain, elle se rend compte qu'il y a une contradiction fatale à l'étape 42. Au lieu de juste cracher et dire « j'ai échoué », la puissance de calcul supplémentaire lui permet de revenir sur ses pas. Ah, elle fait marche arrière. Oui, elle identifie l'erreur précise et elle explore une autre ramification. C'est justement pendant ces innombrables allers-retours dans ce labyrinthe d'arguments qu'elle a fini par connecter le couloir de la géométrie à celui des tours de corps de classe. Elle a généré d'elle-même l'intuition qu'il fallait changer d'outil. D'elle-même. C'est fou. D'ailleurs, les réactions des sommités scientifiques qu'on a dans le dossier face à cette capacité d'autocorrection, elles sont sans équivoque. Tim Gowers, qui a quand même la médaille Fields, il décrit ça comme un véritable jalon dans l'histoire des mathématiques appliquées à l'IA. Et on a aussi Arul Shankar, un expert en théorie des nombres, qui insiste sur un point fondamental. On est en train de basculer de la simple automatisation vers de la vraie création. C'est exactement ça. Il dit que ces modèles, c'est plus juste des calculatrices glorifiées qui exécutent un plan humain. Ils génèrent des idées originales, des idées ingénieuses de leur propre chef, et ils ont la résilience de les mener à terme malgré les impasses logiques. Tu sais, Thomas Bloom utilise une image très poétique pour synthétiser ça. Il parle de l'immense cathédrale des mathématiques. J'adore cette métaphore. Oui, une cathédrale bâtie pierre par pierre, siècle après siècle, par les cerveaux humains. Il explique que nos frontières actuelles de recherche, elles sont tout en haut des flèches, dans des niches hyper étroites. Là où nos spécialistes en silo travaillent. Voilà. Et l'IA, elle vient pas détruire la cathédrale. Mais grâce à sa vue d'ensemble, elle allume la lumière dans des passages dérobés qu'on n'avait pas vus. Entre la nef de la géométrie et genre les cryptes de l'algèbre, elle cartographie l'édifice d'une manière que notre regard humain cloisonné nous interdisait de voir. C'est magnifique, franchement. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, ce qui nous amène à une question fondamentale pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément des passionnés de maths pures. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Ça va bien au-delà des maths. C'est clair, si un modèle généraliste peut maintenir un raisonnement aussi long, transversal pour organiser des points imaginaires, ces mêmes mécanismes vont inévitablement déborder sur le monde physique. Le processus qui a relié la géométrie au nombre, demain, il pourrait relier une impasse en biologie moléculaire à un concept obscur de physique quantique, tu vois. Complètement. Ou puiser dans la dynamique des fluides pour inventer de nouveaux matériaux.
Exactement. On observe en temps réel les premiers pas vers une vraie recherche scientifique automatisée. Le potentiel d'appliquer ça à la biochimie ou à la recherche sur les supraconducteurs, il est immense. Mais, et c'est un point super important du document, ça met en lumière ce qu'on pourrait appeler le paradoxe de l'expertise. Le paradoxe de l'expertise. Oui, face à une machine qui sent de démonstrations si complexes qu'il a fallu un groupe de mathématiciens de génie pour juste vérifier son travail, on pourrait se dire, bon, bah, le chercheur humain est obsolète, c'est fini. C'est le réflexe de base, oui. On est remplacé. Sauf que la dynamique qui se dessine, c'est l'exact opposé. L'expertise humaine devient en fait plus précieuse que jamais. Attends, comment le rôle du chercheur peut devenir plus précieux si la machine trouve la solution toute seule par des méthodes auxquelles on n'aurait jamais pensé? C'est quoi la fonction de l'humain dans ce duo, du coup? La différence, elle se fait entre la capacité à naviguer et la capacité à choisir la destination. Ah, je vois. L'IA, c'est un moteur d'exploration surpuissant. Elle peut traverser la tempête conceptuelle. Mais elle n'a aucun sens intrinsèque de l'importance des choses. Elle n'a pas de sens de l'esthétique mathématique ou de ce qui est utile pour la société humaine. Elle avance sans but si on lui en donne pas, hein. C'est ça. C'est l'humain qui tient la barre. C'est lui qui détermine quelles sont les questions fondamentales qui méritent d'être posées. Parmi des milliers de pistes trouvées par l'IA, seul l'humain peut dire « cette piste a un potentiel de transformation pour notre monde ». L'IA, elle répond au comment, mais l'humain reste le seul arbitre du pourquoi. C'est une super distinction, le comment et le pourquoi. Si on retrace le chemin qu'on a parcouru aujourd'hui, on est parti de 1946, avec Erdos qui dessine des points sur sa feuille. On a vu le mur contre lequel l'intuition humaine a buté, pendant des décennies avec ses fameuses grilles carrées et les entiers de Gauss. Le mur de la pensée en silo. Ouais. Et ensuite, on a décortiqué comment l'IA a fait exploser ce mur, en allant chercher ses dimensions algébriques infinies, les tours de Golod-Chafarevitch, pour projeter cette asymétrie parfaite sur notre plan. Cette simple démonstration, ça redéfinit totalement comment on conçoit la découverte scientifique. On entre dans une ère de symbiose où l'IA amplifie la recherche, mais où la direction stratégique du cerveau humain est plus requise que jamais. Tout à fait. Et cela soulève une question importante pour clôturer, je trouve. Une interrogation un peu vertigineuse sur l'avenir de la recherche. Je t'écoute. Si l'IA excelle aujourd'hui à explorer cette fameuse cathédrale des mathématiques, en connectant des disciplines que l'humain a déjà inventées, l'algèbre, la géométrie, il y a une étape d'après qui se profile. Laquelle? Que se passera-t-il le jour où l'IA ne se contentera plus de relier les salles existantes, mais commencera à bâtir des extensions complètement invisibles à cette cathédrale? Des extensions invisibles. Oui. Le jour où elle va forger des branches entières de mathématiques ou de physique pour lesquelles notre cerveau n'a aucun vocabulaire, aucune analogie visuelle, aucun concept préexistant. Ouf, c'est la question qui tue. Est-ce qu'on sera seulement en mesure de valider une preuve dont la base conceptuelle échappe totalement à notre propre architecture neurologique? Si demain l'IA nous sort un outil qui demande de percevoir 10 dimensions qui n'ont aucun équivalent dans notre monde physique, est-ce qu'on sera relégué au rang de simples observateurs de miracles inexplicables? C'est le grand frisson de l'inconnu. C'est clair. C'est sur cette frontière exacte de notre compréhension qu'on va refermer ce dossier. Gardez intact cet émerveillement face au mystère de demain et on se retrouve très vite pour notre prochaine plongée.